Bien, donc bonjour à tous. Merci à France Traumatisme. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Merci à France Traumatisme Crânien de nous avoir invités aujourd'hui pour présenter cette étude, mais évidemment dans laquelle France Traumatisme Crânien est très très impliqué depuis le début, puisque c'est une demande de France Traumatisme Crânien et de l'UNAFTC. Qui a fait que nous avons mené cette étude en partenariat. C'est quelque chose d'assez exceptionnel dans le monde universitaire, de faire une recherche avec 3 partenaires, avec certes des fonctions différentes, mais qui sont engagés ensemble depuis le début sur une question qui part du terrain, à savoir les familles et les professionnels, et qui a été mise en œuvre et conduite tous ensemble. Donc, cette recherche... Alors là, moi, je vais vous présenter un côté un peu ingrat, c'est-à-dire le cadre de cette recherche, un petit peu la méthodo, etc. Et le contenu, les résultats seront développés donc, par Florian Leblond, qui est ingénieur d'études pendant 4 ans et demi sur cette recherche. Par Corinne Hénard qui va présenter les résultats des familles et Daniel Darier qui va vous présenter les résultats concernant les professionnels. Donc, cette étude... alors, comment... Hop. C'est bon. Elle a été financée, et donc c'est pour ça que nous avons pu la mener. Elle a commencé en 2012 dans la phase préparatoire, ne serait-ce que pour trouver les financements. Elle a commencé véritablement en 2014 et s'est terminée en 2018. Et à l'heure actuelle, nous menons une deuxième étude sur le domicile avec un versant Europe. Parce que, comme vous disiez, Philippe, c'est une spécificité française, ces unités dédiées, et on va aller voir un petit peu en Europe ce qui se passe pour ces personnes. Donc, dans notre pays, en l'état actuel de les connaissances, la prévalence est estimée à 2,5 pour 100 000 habitants, soit environ 1500 personnes, mais ce sont des chiffres qui sont probablement très sous-estimés, puisque nous n'avons pas, par exemple, les chiffres concernant les personnes qui sont en état post-relationnel. Alors, la circulaire, Philippe vous en a parlé, donc voilà quelles sont les grandes lignes. On s'était destiné à être des unités de proximité, de 6 à 8 lits, de préférence adossées à un SSR. Alors ça aussi, ça fait partie des éléments très importants, et avec un projet de soins et un projet de vie, sachant que notre étude se centrait précisément sur ce projet de vie. Donc, au centre de notre étude, c'est évidemment la personne en état de conscience altérée et son handicap extrême, qui donc c'est une extrême dépendance, une extrême vulnérabilité, et aussi, troisième point très important qui influe évidemment sur la prise en charge et l'accompagnement, la question de sa communication altérée non verbale. Donc le but, c'était vraiment de produire des connaissances nouvelles, puisque finalement, il y a très très peu d'écrits, y compris au niveau international, sur ces personnes et sur leur prise en charge. Les productions les plus nombreuses viennent d'Italie avec le service de Mathilde Leonardi avec lequel on va travailler sur l'Europe. Mais c'est vraiment extrêmement rare. Et la plupart du temps, ce sont des études très, très quanti, avec des questionnaires, mais pas beaucoup qui rentrent au cœur du sujet et sur le fonctionnement. Et donc, la question, bien évidemment, c'était aussi de contribuer à la réflexion pour améliorer la qualité de vie de ces personnes. Alors, la méthodologie, j'ai dit que les personnes en état de conscience altéré sont au centre de notre étude, et elles ne peuvent pas transmettre directement leur point de vue, parce qu'évidemment, c'est ça qui nous intéresse, de leur vie au quotidien dans ce contexte de handicap. Donc, on va s'appuyer
sur les représentations de ce qu'on appelle les proxys, que ce soit les familles ou les professionnels. C'est une méthodologie qui est inspirée notamment des études sur le polyhandicap et notamment des études belges à Louvain de BMAS et de Régine Selle en France. Donc c'est une méthodologie assez classique et on a croisé une méthodologie qualitative puisqu'on a commencé, on fait un peu l'entonnoir. Qu'est-ce qu'on peut dire autour de cette vie au quotidien dans les unités dédiées à partir d'experts, mais qui sont repérés comme experts pour leur savoir expérientiel, que ce soit les familles ou les professionnels. Ça, c'est la phase exploratoire. Ça a donné un très joli livre qui va sortir en mars, Champ social. On l'a déjà en ligne, hein, c'est le livre blanc sur les sites des associations, mais il va être produit papier et surtout diffusé à tous les centres de formation, à tous les centres universitaires. Donc ça, c'est la phase exploratoire et une phase qualitative ensuite avec des entretiens semi-directifs et une méthodologie quantitative. Alors, je vous décris rapidement. Donc, la phase exploratoire, l'état des lieux, voilà, la construction. La phase qualitative, on a eu donc 50 entretiens sur 5 régions où nous avions des correspondants, notamment de France Traumatisme Crânien et des AFTC, pour pouvoir contacter les unités dédiées et les volontaires qui souhaitaient participer à cette recherche. On a fait des entretiens. Alors, ces entretiens étaient, vous voyez, très longs finalement. On a été très, très bien accueillis. C'était très dense, très investi par les unités dédiées qui nous ont accueillis, très investi par les familles qui nous ont accueillis, avec la volonté vraiment de transmettre, de faire savoir et de sortir un peu de l'isolement dans lequel sont les accompagnants, aussi bien familiaux que professionnels, autour de cette question. Bon, il y aura encore beaucoup à transmettre au niveau médiatique, mais bon, c'est un premier pas. Alors, donc très rapidement pour cette phase Cali, je ne vais pas... Voilà, il y avait 20 familles, l'âge moyen des personnes interviewées, 58 ans, avec une très forte proportion de femmes. Ça, c'est les aidants. Je vous renvoie aux travaux d'Eva Kitté sur le CARE, hein, philosophe américaine. Voilà, ce sont les femmes souvent qui sont au premier plan. Et puis, on avait essayé de faire 2 groupes. Un groupe de familles construites, c'est-à-dire avoir des conjoints et des conjointes, et puis un groupe de familles qu'on a appelé inscrits, les parents et les fratries, à peu près 50-50. Donc voilà, pour les patients, on avait, sur cette phase qualitative, ils avaient en moyenne 45 ans. Là, inverse, une forte proportion d'hommes, mais ça ne vous étonne pas, avec dans l'origine à l'état du proche, 9 personnes traumatisées crâniennes qui n'étaient que des hommes. Là aussi, c'est vraiment ce qu'on retrouve, donc je n'insiste pas, vous êtes un public tout à fait averti, mais aussi des AVC, des anoxies où étaient représentées les femmes, et avec un diagnostic, le type d'établissement. Voilà, je ne détaille pas. Sur les professionnels, donc l'âge moyen 42 ans, là une forte proportion de femmes, ça ne nous étonne pas non plus dans notre travail, des temps partiels en majorité, avec le choix d'y travailler pour la très très grande majorité. Ça, c'était pour la phase qualitative, et ce sont des résultats qu'on va retrouver dans la phase quantitative. Et là aussi, on a essayé de faire 2 groupes, avec un groupe avec des personnes qui étaient en contact direct, notamment une majorité d'aides-soignants. Je crois que c'est extrêmement important. Le savoir expérientiel, il est avant tout chez les aides-soignants. Et puis, les personnes en contact indirect, médecins, ergo. Puis, on essayait d'avoir un panel au niveau des professions paramédicales et psychologiques. Alors, la phase quantitative, donc, elle a démarré sur la phase qualitative. On a fait les guides d'entretien. Ça a été un gros travail, je crois, où la démarche participative a été très importante. J'ai
j'ai pas le temps là d'expliquer le rôle du conseil scientifique, mais on avait un comité scientifique qu'on a beaucoup sollicité on rendait compte des résultats, des rapports, il y avait des critiques, n'est-ce pas Daniel? Et puis on a remis voilà, on s'est remis au travail, on a refait nos rapports et c'était vraiment très très intéressant. Donc, alors la phase quantitative, je ne vais pas trop... simplement, c'est une recherche quantitative exceptionnelle par le degré de participation. Il y avait 134 unités répertoriées. Nous, on en a trouvé... Enfin, on a fait un petit peu la mise à jour. Il y en a 138. On a envoyé à 110 parce qu'on avait les adresses que de 110. Et 88 ont confirmé leur participation, ce qui est absolument énorme. Donc voilà, ça c'est les causes de non-participation en dessous. Et ce qui a abouti, il y avait des questionnaires, il y a 400 questionnaires famille, 400 questionnaires pro qui ont été envoyés, donc 800 en tout. Et puis il y avait aussi des questionnaires par Internet. Et on a pour les questionnaires papier des taux de réponse autour de 50%, ce qui est tout à fait inédit. Donc voilà, j'insiste sur le fait qu'au cœur de notre étude, c'est bien la personne en état de conscience altérée qui est l'objet de notre attention. Et je vais répéter, par définition, ces personnes en état de conscience altérée ont un handicap extrême, que ce soit sur le plan physique ou relationnel. C'est un état de vie singulier qui fait leur spécificité. Et évidemment, ça va être le cœur de ce qui va être apporté, notamment dans la phase exploratoire et la phase qualitative. Alors, chacun va s'exprimer selon sa sensibilité propre et son action auprès des personnes, mais c'est un dénominateur commun qui apparaît au travers d'expressions qui se rejoignent et qui se complètent. D'abord, évidemment, leur état de vulnérabilité et de dépendance extrême, et au quotidien, les conséquences de cette dépendance et de cette vulnérabilité sont bien sûr la préoccupation majeure des familles, avec la crainte du risque de maltraitance également. Mais c'est aussi au cœur, bien sûr, des questionnements des professionnels. Alors, l'altération de leur conscience est souvent aussi mentionnée, la conscience fluctuante, qui rend très, très incertaine la perception des besoins et qui augmente les craintes de l'entourage, pro et famille, de ne pas avoir une attitude adaptée. Le manque de communication orale, ça accroît la vulnérabilité, ça accroît aussi le manque de ressources face à un danger. Donc, ça développe aussi des savoirs et des capacités inédites d'entrer en relation avec ces personnes, mais Florian va développer cette question. Dans ce contexte de dépendance totale et de conscience altérée, le corps est au centre et il joue un rôle considérable et il est décliné toujours par les professionnels et les familles dans ces trois composantes somatiques, la question de la fragilité, les infections intercurrentes, etc., les questions esthétiques, notamment le changement physique de la personne et surtout relationnel, puisqu'il va s'agir pour les accompagnants d'apprendre à lire sur le corps et à interpréter ce que la personne vit et éprouve. Donc, malgré la sévérité du handicap, la question de l'évolution de l'état de la personne est aussi au centre des préoccupations et notamment dans le CALI, l'évocation de progrès d'une évolution positive est largement exprimée par les familles et aussi par les professionnels. Alors, le contact avec les personnes en état de conscience altérée est une expérience parfois très très difficile et sur ses conséquences, on a toujours peur qu'ils soient oubliés ou abandonnés. Cette crainte étant renforcée, ça c'est les professionnels qui nous l'ont dit, par le constat que certaines personnes dans les unités dédiées ne reçoivent plus aucune visite et il ne faut pas les oublier. Ce dont prennent d'ailleurs conscience très fort les professionnels qui tentent de compenser cet isolement. La conséquence aussi, c'est le vacillement des positions et des repères, des places et des rôles de chacun au sein du groupe familial.
Il y a aussi le risque de traiter ces personnes sur le registre de l'infantilisation. Et enfin, Philippe en a parlé, il y a aussi le risque de considérer ces états d'être au monde comme des états pas tout à fait vivants, dans un entre-deux, un état à part. C'est une réalité dans les représentations des familles, des professionnels, et c'est le grand risque, bien sûr, c'est la déshumanisation. Je crois que je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à Florian.